Une fois de plus, tous unis derrière une seule volonté. Rendre hommage aux victimes et dire non à la barbarie, avec pour unité le drapeau bleu-blanc-rouge et Je suis Charlie. Un rassemblement d'élus et de citoyens. Je pense que le message bien sûr est très important. C'est l'avenir de notre pays quelque part qui se joue depuis quelques heures. Et bien écoutez, c'est aussi aux représentants de la République de porter ces messages. Ce que nous avons fait d'une façon très humble aujourd'hui à Rambouillet, mais avec aussi beaucoup de force. Oui, c'est de l'émotion, mais de l'émotion combattante. Et avec toute la force qui nous unit, on l'a vu aujourd'hui à Rambouillet, nous entrons en résistance pour que nos libertés soient sauvées. Je suis Abdelkader, j'en suis fier, mais ma République est fière aussi d'avoir Abdelkader à la tête d'une circonscription telle que celle de Rambouillet, chargée d'histoire, chargée de toute l'histoire de la France. C'est pas une réaction en particulier à Charlie Hebdo, ça aurait pu être Le Canard, ça aurait pu être n'importe quel autre journal. C'est la même chose, on tue la liberté d'expression. Charlie Hebdo était bien sûr réputé pour ses caricatures, les traits de crayon célèbres de Cabu, Charb et tant d'autres. Leur mort a éveillé chez certains rambolitains des envies de prendre le crayon. J'ai eu envie de, je sais pas, j'ai un copain dans le photoclub où je suis qui avait fait un croquis, puis je me suis dit, bah tiens, je me suis mis devant une feuille de papier, puis j'ai laissé faire le crayon, quoi. C'est tout, comme ça, c'était un moyen de, pas de rendre hommage, c'est un bien trop grand mot, mais j'ai eu envie de le faire, je l'ai fait. Dans cette marche républicaine se côtoyaient toutes les générations, et même les citoyens de demain. Une occasion pour certains parents de partager leurs valeurs. La semaine a été très difficile, avant tout pour nous, et aussi pour eux. Ça a été un choc pour toute la famille. On leur a transmis voilà, ce qu'on a ressenti nous, et on a été touchés droit au cœur. Voilà. On a pu leur transmettre ce en quoi on croit et ce en quoi on pense. 10 000 personnes ont défilé à Rambouillet, s'ajoutant ainsi aux près de 4 millions de Français qui se sont rassemblés un peu partout dans le pays, faisant de cette journée un événement historique. Bienvenue dans PAF. Nous voulions commencer avec ces images d'une manifestation. Il y en a eu des centaines en France qui ont réuni des millions de personnes. Tout le monde était Charlie dimanche dernier. Est-ce que nous sommes encore Charlie une semaine plus tard? Qu'est-ce qu'il faut penser de ces manifestations? Qu'est-ce qui va en rester? Pour en parler, Jean-Charles Lajoigny, éditeur, bonjour. Bonjour. Florence Mercadet, toujours avocate. Toujours avocate, bonjour. Jean-Luc Madec, toujours restaurateur. Absolument, bonjour Patrice. Moustapha Larbaoui, toujours pharmacien et président du Football Club de Trappes. De plus en plus, Patrice, de plus en plus. Véronique Turbide, de Versailles Plus. Toujours. Alors, un nouveau venu que nous accueillons avec très grand plaisir, c'est Antonin Moulard. Vous êtes blogueur, vous êtes aussi le cofondateur du journal Le Complément. Et voilà, vous nous raconterez ce que vous avez fait donc dimanche dernier. Et puis évidemment, Sephora Namani, toujours étudiante à l'université. Un mot justement sur ces manifestations. Qui est allé manifester? Personne. Si. Moi. Oui, je suis allée manifester à Paris. Oui. Voilà, et c'était un beau mouvement avec beaucoup de mixité, en tout cas dans la partie où je me trouvais. Il y avait une très grande mixité. C'était pas là où je me trouvais dans cet endroit-là, c'était pas que des bons blancs bourgeois du coin qui étaient là. Pas du tout. C'est une des choses qu'on a dites sur cette manifestation, qu'on n'a pas forcément vu parce que c'est vrai que la presse a insisté beaucoup sur des musulmans qui étaient dans cette manifestation. Mais beaucoup de gens qui y étaient disaient mais c'était quand même assez blanc, assez bourgeois, assez bobo. On va quand même pas reprocher qu'il y ait trop de blancs en France, quand même. J'espère qu'on n'en est pas là. Non, ça paraît curieux comme réflexion. Non, mais est-ce que c'est une... Parce qu'on a dit aussi, c'est la manifestation de toute la France. Est-ce que c'est vraiment toute la France qui a manifesté? On verra après que sur les réseaux sociaux, vraisemblablement, il y a des gens qui n'étaient pas d'accord avec tout ça. Mais voilà, c'est pour ça que je posais ceux qui n'étaient pas d'accord n'étaient pas là. Mais en tout cas, ceux qui étaient là, moi j'ai trouvé qu'il y avait une ambiance très fraternelle. Et surtout, moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est le passage avec les tireurs d'élite, les deux tireurs d'élite qui étaient en haut d'un des immeubles.
je me suis dit, il faut qu'ils en profitent, et les tireurs d'élite et les policiers, parce que les applaudir, leur dire merci, c'est peut-être la première fois de leur vie. Je ne sais pas si ça va être la dernière, mais en tout cas, il y avait ce beau mouvement, et les tireurs d'élite en haut étaient probablement un peu surpris, et ont participé en disant bonjour, en ayant des gestes vers la foule aussi. Si Charles Wolinski, Camus avait su qu'on exactement. Les flics, je ne suis pas sûre que ça leur fasse très plaisir, ça c'est clair. Je pense qu'ils en auraient souri eux-mêmes. C'est quand même le paradoxe absolu. Absolument, le glas sonne, retentisse à Notre-Dame, qu'on applaudisse la police. Enfin, je veux dire, c'est tout. En souvenir de Charlie Hebdo, c'est oui, mais il n'y a pas que le souvenir de Charlie Hebdo, c'est une manifestation pour la liberté. On va au-delà de. Oui, Véronique, pourquoi vous êtes allée Moi, je ne suis pas allée à Paris, j'étais à Versailles. Oui. Parce que c'était plus près. Et pour une fois qu'à Versailles, il y avait une manif. Pourquoi vous êtes allée manifester, quoi? Parce que par solidarité, par cette envie de dire que la liberté d'expression, c'est juste la base du pays et que c'est hyper important. Et pour une fois qu'à Versailles, il y avait une manif. Voilà, une manif qui me plaisait à Versailles. J'y suis allée. Antonin? Oui, alors moi, on s'est rassemblés le jour même, en fait, à 17h30 au pied de TV Fil avec une quinzaine de personnes. Et on a organisé un petit rassemblement. Et puis le jeudi, on a organisé un événement à la fac pour discuter des événements. Et en faveur, bien sûr, de la liberté d'expression. Après, je dissocierais un peu les émotions qui se sont manifestées durant les premiers jours et puis la manifestation de dimanche, qui était aussi une manifestation d'émotion, mais sous une bannière. Je n'ai pas retrouvé le mot d'ordre en faveur de la liberté d'expression dans la presse. J'ai lu, au moment où ça se faisait, je lisais marche contre le terrorisme. Pour moi, c'était... alors, je suis convaincu que les personnes qui y étaient n'étaient pas, à mon avis, venues manifester contre le terrorisme, et j'espère pour la liberté d'expression, parce que, à mon avis, c'est une façon plus positive de réclamer une société pacifique. Néanmoins, je suis un peu déçu quand même de la récupération qui a été faite. La récupération comment? Sous le thème de l'union nationale, en fait. Je pense que la liberté d'expression, c'est un principe universel, et que donc c'est une valeur qui peut être revendiquée par tout le monde. Et je pense que ça aurait été bien de garder cette thématique-là durant cette manifestation du dimanche, sans forcément avoir des chefs d'État internationaux juste devant. Alors c'est un des problèmes, parce que parmi les chefs d'État, il n'y avait pas que des démocrates d'ailleurs. Donc vous n'êtes pas pour manifester contre le terrorisme, en fait, si j'ai bien compris. En fait, pour moi, une manifestation, ça a pour plutôt positif que négatif. Ça a pour but de faire progresser des idées. Et quand on manifeste des émotions, ça peut être sympathique, mais s'il n'y a pas derrière des revendications politiques, c'est un peu inutile. Surtout quand il y a des personnages politiques qui font le contraire de ce qu'il faudrait faire pour préserver la liberté d'expression dans leur pays, et que la manifestation n'est pas clairement identifiée comme demandant un progrès. Pourquoi ne pas discuter aujourd'hui des limites de la liberté d'expression? On va en discuter tout à l'heure, parce qu'il y a des questions qui... Oui, mais les slogans n'étaient pas contre le terrorisme. Tous les slogans que j'ai entendus, c'était ensemble unis pour la démocratie, pour la liberté. Non, mais je veux dire, ils parlaient de slogans contre le terrorisme. Évidemment qu'on est contre le terrorisme, mais les slogans qui étaient, c'était unis ensemble pour la démocratie et liberté, liberté, qui étaient répétés tout le long du parcours. Je suis certain que tous les manifestants étaient sincères dans leurs convictions. Après, la présentation médiatique des médias dominants, c'est autre chose. On va parler de l'Union nationale. Enfin, si on veut faire descendre 4 millions de gens, heureusement qu'on simplifie un peu le propos et qu'on essaye de trouver des trucs un petit peu grands et consensuels, parce que sinon, c'est la fin. Sinon, on se retrouve à 15, comme quand vous étiez devant TV Fil. Je veux dire, savoir si on veut être 15 ou si on veut être 4 millions. Ouais, c'est un peu facile. On s'est mobilisé en 3 heures à 50 ans en Yvelines. Il faut quand même le faire. Non, mais... Jean-Luc Badec? Par nature, je ne suis pas un suiveur. Je ne l'ai jamais été, je ne le serai jamais. Donc, je n'avais pas l'intention d'aller manifester. Je n'ai pas acheté Charlie Hebdo. J'ai regardé, comme tout le monde, ce qui en était montré. Il y a de la provocation, c'est bien. Il faut être libre de pouvoir provoquer dans la presse. J'ai dit à la précédente émission que si nous avions été plus courageux et si nous avions montré les caractères de Mohamed à l'époque où le Danois l'avait fait, je pense que nos 12 amis ne seraient pas morts. Donc, si la manifestation de dimanche permet à nous tous d'être plus courageux demain, tant mieux, nous aurons gagné quelque chose. Je ne suis pas certain que ce soit le cas. Donc, je ne suis pas un suiveur. J'essaie d'avoir la réflexion qu'il faut pour moi, pour ma famille. On va parler peut-être des conséquences de tout ça. Donc, la liberté d'expression, évidemment qu'il faut se battre pour la garder. Mais en même temps, ce qui se passe là,
ne me rend pas très à l'aise. Mais ce consensus comme ça, tout d'un coup, Sephora. Alors pour ma part, je ne suis pas allée manifester. J'avais des examens. Pas que. J'avais des examens, j'étais malade. Mais comme dit Jean-Luc, il y a ce côté un peu qui me dérange. Rhinocérite, la rhinocérite de UNESCO, ce mouvement de vague. On se retrouve avec 1001 personnes rassemblées. Et quelque part, chacun est là pour des motifs qui lui sont propres. Je suis Charlie, sémantiquement, il y a 3 mots. Que veut dire je suis Charlie? Je suis pour la liberté d'expression, je suis contre le terrorisme, je suis pour Charlie Hebdo. Ça veut tout et rien dire. Donc, je trouve que c'était un mouvement historique pour une fois que les gens sortaient un peu de la... Il y a un publicitaire qui a trouvé ce slogan, il faut le rappeler. Qui l'a déposé entre-temps. Voilà, qui n'a pas perdu de vue la possibilité de faire de l'argent. Et justement, c'est ça. C'est bon, on est tous sortis de notre individualisme, on s'est rassemblés, ça marque un temps historique, en cela c'est bien. Tous les gens qui sont venus soutenir la liberté d'expression, je pense que c'était important de le faire. C'était aussi un moyen de dire, nous n'avons pas peur, vu qu'il y avait une forme de psychose dans Paris. J'étais à Paris 2 jours avant, il n'y avait plus personne dans la rue. En cela, c'était important. Maintenant, je me méfie un peu de ce mouvement de masse, justement. D'accord, vous êtes sur le même analyse que Jean-Luc. Moustapha, vous étiez en Algérie. Oui. Et je trouve ça intéressant parce que quelle était la réaction Est-ce qu'il y a eu une réaction d'abord? Et quelle était la réaction des gens que vous avez rencontrés? Alors d'abord, je tiens à préciser que je suis allé en Algérie, non pas pour manifester à Alger, j'y suis allé parce que c'était prévu. Oui, non, c'était prévu, mais peu importe. C'était pas le jour de la manifestation. Donc c'était pas à la fois un mouvement de manifestation, mais c'est tout simplement parce que je crois qu'il y a eu, on a parlé de 6 millions de gens qui ont manifesté, ce qui prouve qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas manifesté, probablement même beaucoup plus. Sauf que bien évidemment, la vie continue, les activités des uns et des autres continuant. Moi, j'étais prévu d'être en Algérie, effectivement. Oui, pour ramener... comme ça, il y a à peu près 54 millions de gens qui n'ont pas manifesté. Voilà. Vous avez raison. Faut au moins le rappeler et montrer aussi que ceux qui n'ont pas manifesté ne sont pas ceux qui n'ont pas le souhaité, mais qu'il y avait pour beaucoup de tas de raisons. Il y a des gens qui, pour lesquels Jean-Luc, voilà. Moi, j'étais en Algérie et je peux vous dire que, comme dirait Nougaro, dès l'aéroport, j'ai senti le choc. Parce que dès l'aéroport, j'ai été accueilli par les gens de la famille. Et c'est la première chose qu'ils m'ont dit après quelques embrassades, c'est de dire, voilà, c'est terrifiant ce qui vous arrive. Et en même temps, on sait de quoi on parle. On parle de l'Algérie dans les années 90, les années absolument terrifiantes où le terrorisme a frappé très très fort, durablement, sur ce peuple. Mais clairement, sachant de quoi il parle, on parle de terrorisme cette fois-ci, qui était violent à cette époque. C'est vraiment la première chose qu'ils m'ont dite. Que les Algériens ont bien connu. Oui. C'est vraiment la première chose qui a été dite. Voilà, donc il y a ce vrai mouvement de solidarité que moi j'ai senti aussi au-delà des frontières. Au-delà de la Méditerranée. Voilà. Maintenant, sur le fond, puisqu'on a ouvert... sur le fond, alors je repose la question un peu différemment. On a dit qu'il y aurait peut-être un avant et un après 7 janvier, c'est-à-dire avant et après l'attentat à Charlie Hebdo. Et puis là, on parle d'un avant et un après 11 janvier, c'est-à-dire un avant et un après manifestation. Est-ce que vous pensez que voilà, il y a une autre France qui va se construire après cette manifestation, où on est encore si on mettait ça, dans la commémoration et le... Moi, je considère que on pourra ouvrir le débat sur l'idée qu'effectivement, c'était finalement pas une manifestation. On a habitué en France des manifestations, manifestations d'agriculteurs, un rassemblement, plus des pharmaciens, des avocats. Ouais. C'est plus une communion. J'ai vraiment senti que les gens avaient envie de se retrouver. Il y avait besoin. Voilà, donc cette communion-là, tout le monde en avait besoin. Et je dis bien tout le monde. Rassemblement, parce que maintenant il faut parler laïque. Rassemblement. Et donc, moi, c'est ce que j'ai retrouvé. Et je pense qu'on est, à mon avis, pas au niveau du débat, si on commence à regarder à la loupe quelle couleur était représentée, quel nombre était représenté. Mais je pense qu'il faut garder l'unité à la fois de cette foule, à la fois de cette émotion. Mais il y a un avant, il y a un après, il y a des moments, tout simplement. Il y a des moments, c'est-à-dire que c'est pas stratégique, il n'y a pas une stratégie de mobilisation ce jour-là pour dire on va aller défendre une unité. Il y a d'abord une émotion. Et effectivement, on peut y souscrire ou pas, on peut techniquement ou pas, mais d'abord, je pense qu'il y a des moments dans la vie, c'est comme dans une famille, on va tous au cimetière, on se rassemble, et puis après l'enterrement, il y a déjà des langues qui se délient, il n'était pas si cool que ça. Voilà, et ça m'a fait un peu cette impression. Donc dans toute famille, quand il y a un drame dans une famille, c'est jamais tout à fait pareil, je pense qu'il y aura un avant, un après. De quel ordre? J'en sais rien, mais un après sûr. Je suis assez d'accord. C'est vrai qu'il y a un rassemblement, un besoin de se rassembler. Et puis il y a des gens qui avaient une stratégie, qui ont profité aussi pour récupérer ces émotions et se laver en fait. Un peu comme les entreprises. Les chefs d'État
Parlons de ça, des chefs d'État. Est-ce que vous avez été choqué, par exemple, qu'il y ait le président turc, enfin des gens qui, voilà, qui dès le lendemain condamnent la parution de Charlie Hebdo après avoir manifesté pour la liberté d'expression. C'est quand même. Oui, mais bien évidemment, la présence de ce sinistre personnage qui gouverne la Turquie, c'est une insulte permanente à tout ce qu'on peut aimer, tout ce qu'on peut apprécier dans la vie pour peu qu'on soit à peu près normal. Donc ça, effectivement, c'est choquant. Maintenant, dans un rassemblement d'une multiplicité de chefs d'État, c'est pas très grave. Je veux dire, c'est une unité internationale. C'est pas grave. Après, on va pas non plus commencer à donner des certificats avec vous avez le droit d'être Charlie, vous n'avez pas le droit d'être Charlie, vous avez le droit de manifester. De venir manifester pour la liberté d'expression et de protester dès l'apparition du numéro de Charlie, quand même. Non, mais on peut quand même, pardon, on peut quand même manifester une approbation ou désapprobation de ce qui se passe dans un pays sans toutefois avoir le même sentiment chez lui. Je veux dire, très honnêtement, la France n'a rien à voir avec la Turquie n'a rien à voir avec la France. Donc qu'il ait un autre son de cloche, une autre façon de gérer les choses en Turquie, c'est le problème de la Turquie. Prenons l'Espagne. Ce n'est pas le mien. Prenons l'Espagne. Voilà. Et en Espagne, pour moi, l'Espagne reste une. Mais je sais bien où vous allez en venir, mais pour moi, qui interdit les rassemblements de personnes dans l'espace public. Je n'irai pas une liberté fondamentale. Je n'irai pas m'immiscer dans les problèmes de l'Espagne. Et je veux dire, l'Espagne reste une démocratie extraordinaire. Donc je ne critique pas l'Espagne, qui est une démocratie, qui est une disons que quand on n'a plus le droit démocratie. de se rassembler dans l'espace public, on peut douter du caractère démocratique d'un État. C'est des gens qui ont lutté pour la démocratie. On ne peut pas nier après la mort de Franco. Bien sûr. Objectivement, je crois qu'il y avait finalement deux catégories de chefs d'État à cette manifestation. Il y avait ceux qui exprimaient leur opposition à la barbarie et ceux qui voulaient exprimer le fait qu'ils étaient civilisés et donc pas barbares. Donc, et qui voulaient montrer qu'ils étaient avec les autres. Oui, voilà, et finalement, au demeurant, ces deux catégories-là se sont rassemblées avec le même intérêt, c'est de montrer à l'opinion internationale que les uns étaient contre la barbarie et que les autres étaient civilisés, donc pas barbares. Finalement, l'objectif devant l'ensemble de l'opinion mondiale pour les deux catégories de chefs d'État était très intéressant. Oui, c'est vrai que Mahmoud Abbas, manifestant contre le terrorisme... Je suis civilisé, disait Mahmoud Abbas, je suis contre la barbarie, disaient les autres. Ouais. Bon, voilà. C'est vrai, là-dessus, sur les chefs d'État, ça vous a choqué, pas choqué? J'ai trouvé ça incohérent, mais tellement politique. Très politique. Voilà. Évidemment, opportuniste. Évidemment. Voilà. Alors, je reviens à cette question, est-ce qu'il y aura un avant, un après manif? Certainement, parce que incontestablement, autant de monde dans la rue avec cette unité-là marque un tournant de l'histoire. Et le fait que, historique, à votre grosso modo, 25% des chefs d'État de la planète aient été présents à cette manifestation, c'est un signe fort. Alors, pour la barbarie, je suis civilisé, tout ça, fait quand même que... Pour la France aussi, d'une certaine façon. Non, mais écoutez... Non. Alors après, on va quand même pas faire de la pub pour François Hollande sur le sujet. Je pense que n'importe quel chef d'État aurait fait la même chose. Certainement dans le même sens. Et c'était une opportunité incroyable dans l'histoire, devant le monde entier, que de marquer un tournant. Ce tournant, j'espère que nous allons bien l'utiliser. Là, les quelques heures qui viennent de passer entre dimanche et maintenant démontrent qu'on a plutôt l'exacerbation d'un certain nombre de sentiments. J'espère que ça va se calmer. Étant entendu que finalement... Quels sentiments? Les sentiments contre la civilisation. Et j'espère bien que finalement, la planète va comprendre que nous sommes entrés dans une phase où nous devons tous aller vers des civilisations éclairées et contre la barbarie. On n'y est pas tout à fait, mais... On y vient, on y viendra. Non, mais je pense aussi... Pardon, Florence. Juste deux mots, je pense aussi que le message passé par cette foule importante dans les rues en France donne un signal aussi à nos politiques qu'il va falloir qu'ils montent un peu aussi en gamme. On parlera des conséquences politiques tout à l'heure, parce que aussi, il faut qu'ils soient à la hauteur. Voilà. On demande aussi à ce qu'ils soient à la hauteur et qu'ils montent. Je disais, fondamentalement, c'est comme dans une famille, quand il y a un drame, le peuple français vient de subir un drame, mais en réalité, c'est vraiment à l'international qu'on peut regarder les choses. J'ai parlé de l'Algérie volontairement, c'est-à-dire que c'est un témoignage pour un peuple, mais c'est également ce témoignage-là qu'on pourra apporter dans d'autres pays. Et en fait, à l'international, quand on regarde bien, c'est à l'échelle mondiale que les gens sont frappés dans les pays. Et moi, quand je dis ça sera jamais pareil, parce qu'on ouvre une page différente, et voire même une discussion différente. La première chose à laquelle j'ai pensé, c'est que
on est persuadé en France que la loi 1905 régit le monde et que la laïcité est un principe d'organisation de la cité. Or, je crois savoir qu'il y a un pays sur deux en Europe. Dans le monde, ce n'est pas tout à fait le cas. Et j'ai comme le sentiment que j'ai l'impression de vivre certains moments un pays très sur deux veut dire compliqués. qu'il n'est pas régi par la laïcité, c'est ça? Il y a 2 pays qui sont laïcs, en fait, en Europe. Pardon. Proprement voilà, laïcs. c'est pour dire que j'ai le sentiment. Oui, c'est pas la règle générale. J'ai le sentiment d'être. Voilà, la planète aujourd'hui est devenue beaucoup plus rétrécie qu'elle n'a été à une époque. On a eu ce débat en France qui aboutit sur la loi 1905, et Dieu sait s'il y a eu des heurts, des manifestations, des attentats, probablement les a qualifiés différemment à l'époque. Mais voilà, la réflexion que j'ai, c'est qu'on a ouvert un débat, je crois, sur la laïcité au plan mondial. C'est-à-dire que à la fois dans les pays, le monde arabe, c'est le printemps arabe, c'est la notion de démocratie, et ailleurs, la notion de laïcité sur laquelle on va pouvoir parler, c'est-à-dire qu'on va restreindre ou pas la liberté d'expression. La liberté d'expression va-t-elle se restreindre à un niveau où on parlera ou pas du fait religieux, etc. Moi, c'est ça je crois, qui sera en tous les cas le coup d'après. C'est en fait l'éclairage d'une société mondiale. C'est l'éclairage de la société sur ces grands phénomènes qui, par rapport aux religieux, mais par rapport aux phénomènes sociétaux en général, font qu'il va falloir que nous choisissions entre un axe vers une société civilisée et éclairée, ou un axe qui va plus vers la religion, et nous savons tous que là, nous risquons l'obscurantisme. Nous avons choisi par la loi, mais en même temps, n'oubliez pas une chose, vous connaissez tous la grande phrase de Karl Marx qui disait « la religion, c'est l'opium du peuple », ça veut dire beaucoup de choses. On sait aussi que nous sommes sortis, nous, de l'obscurantisme religieux, après des siècles de bagarres sanglantes. Et j'espère que le mouvement du 7 janvier va permettre d'aller vers une société plus éclairée. Je crois, hélas, pour en revenir à votre question, et je suis assez d'accord avec Mustapha, ça ne va déboucher sur rien, parce que tout le monde s'est donné une magnifique bonne conscience avec ce défilé. Et très vite, là, on voit, dans je ne sais quelle grande ville, on a annulé la projection du film Timbuktu. Parce que c'était plus le moment de passer ce film-là. Ça allait être offensatoire. Au contraire, pour le passer 2 fois plus, ce film. Mais c'est fini. Ça ouvre vers quelque chose d'autre. Ça ouvre le jour même de l'attentat. Bruxelles, le gouvernement a envoyé une notification à Bruxelles pour permettre de bloquer les sites terroristes. Alors, mais ça j'aimerais bien. Ça n'a rien à voir. Ah bah si. Attendez. La censure de. Timbuktu, c'est un film antiterroriste. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on parlait de liberté d'expression. Non, mais on va en parler tout à l'heure. Liberté d'expression, si je pouvais finir de m'exprimer. Justement, la censure de l'Internet, c'est en plein sur le sujet. Allez-y, je vous en prie. Donc, ça n'a strictement rien à voir. Mais déjà, de supprimer la projection de ce film sous des prétextes de peur et de conflits à venir hypothétiques, c'est absolument monstrueux. Et ça ne va pas arrêter. Tout le monde commence à rétro-pédaler en disant « Oui, mais Charlie Hebdo, effectivement, ils allaient peut-être un peu loin, est-ce que c'était intelligent, etc. » Donc ça, c'est définitivement battu en brèche. On s'est rassuré. Tous les gens qui étaient « Je suis Charlie », il y en avait 99,99% qui ne l'avaient jamais lu et qui n'aimeraient pas sans doute Charlie Hebdo. Juste un mot, quand je dis que ça va probablement ouvrir le champ de la discussion sur la laïcité sur le plan mondial, c'est-à-dire qu'effectivement, moi je considère que toutes les religions vont pouvoir cohabiter avec des systèmes laïques. Je parle du futur, c'est-à-dire qu'il y aura une laïcité dans différents pays et qu'il y aura probablement ce dialogue. C'est en ça que je dis qu'il faut faire aussi attention. Parce que la République, elle est française, la laïcité est française, mais elle rayonne dans le monde, et c'est vers ça, à mon avis, que le débat va s'ouvrir, et probablement qu'on ira vers ça. Mais justement, ça ne veut pas dire pour autant qu'on est dans une guerre de civilisation. Parce que toutes les civilisations peuvent être toutes laïques, toutes républicaines. Simplement, il y a des us et coutumes de pays en pays, des civilisations probablement un peu différentes, en Asie, en Afrique. Et donc, il y a des barbares individuels. Il y a des gens qui rentrent dans des schémas de terrorisme, de terreur, de violence individuelle. Et il y a des États qui sont tenus par des individus et qui font que leur peuple les suivent. Mais ça reste des États barbares. Oui, mais ils ne sont pas représentatifs d'une civilisation. On ne peut pas dire qu'ils n'ont pas la démocratie et qu'ils ont voté pour ce barbare. Pour revenir à ce que je veux dire, c'est à la qu'il faut faire question un petit peu attention quand même.
quand on parle de choc de civilisation, de guerre de civilisation, il y a quand même, à mon avis, une planète d'hommes et de femmes qui aspirent à la même chose. C'est vers ça aussi que les terroristes nous attirent. En tout cas, c'est bien dans lequel je veux pas. Pour revenir à la question de Patrice, je pense que le dimanche dernier n'aura aucune incidence sur la France, ce qui se passe en France, mais peut heureusement et de façon optimiste en avoir sur le reste du monde. Parce que ça a été pendant une journée, le reste du monde est des pays beaucoup moins libres que le nôtre, beaucoup moins démocratiques, etc., ont vu ces images et se sont dit, tiens, oui, ils réagissent, il y a quand même quelque chose. Donc Paris, ça, c'est la capitale voilà. du monde, Et ça, c'est un signe très très fort. Et je pense pense que dans le monde entier, c'est un message très fort. Donc cette manifestation, ce rassemblement démentiel peut sûrement avoir une incidence tout à fait positive sur le reste du monde. En France, probablement pas. En tout cas, la manifestation, à mon sens, permet d'avoir un éclairage sur un choix entre deux options de société. Antonin, je suis intéressé par ce que vous disiez. Oui, non, simplement sur le débouché, moi je trouve que le débouché actuel est en très mauvaise passe. Le jour même des attentats, une notification a été envoyée à Bruxelles pour autoriser les blocages de sites, alors soi-disant terroristes ou pornographiques, pédopornographiques. Mais quel contrôle là-dessus? Et là, on parle de liberté d'expression, on sort tous dans la rue, on est 3 millions, soi-disant. Qu'est-ce que c'est à défendre. Excusez-moi, laissez-moi terminer. C'est quoi soi-disant terroriste? Parce que c'est une liste où on met des sites dedans. Si on devait un peu plus surveiller peut-être un certain nombre de gens qui avaient des conversations, peut-être qu'on n'aurait pas eu les attentats. On parle de censure quand même. Vous voudriez que c'est la censure, qu'on les laisse tous parler? Je pense qu'il faut... C'est une censure de l'Internet. Parole à l'avocate. Parole à l'avocate. Juste là-dessus, c'est que vous avez des lois très spécifiques avec des délits sur des délits pour entraîner dans le terrorisme, l'incitation au terrorisme. Ces délits-là, ils sont particulièrement caractérisés et c'est pas un problème d'atteinte à la liberté d'expression. Vous demandez la liberté d'expression, elle est garantie par la loi. Vous demandez à l'hébergeur de respecter la loi et il supprime les comptes, il supprime les sites. Mais là, c'est différent. C'est-à-dire que c'est une autorité administrative qui fait une liste, qui ajoute des sites et auxquels on ne peut plus accéder. Donc c'est pas qu'ils existent. Non mais attendez, c'est pas qu'ils existent plus ces sites, c'est qu'ils n'existent plus pour nous. Ça veut dire qu'il y a une censure partielle de l'internet avec ce type de mesures. Alors justement sur Internet, on a vu se multiplier un certain nombre, puisqu'il y a eu cette manifestation avec des millions de gens, je suis Charlie, et puis sur Internet, un peu de... à moindre degré évidemment, mais enfin des messages totalement contraires de gens qui disaient on n'est pas du tout Charlie, on est plutôt du côté des terroristes, etc. Donc il y a aussi derrière cette unité de façade comme ça, elle craquelle un peu si on regarde ce qui se passe un peu sur Internet, non ? Internet est un média extrêmement important. Je veux dire que Internet, probablement déjà aujourd'hui, a supplanté la télévision. Donc oui, Internet est très regardé et a une influence de plus en plus importante. Non, mais je veux dire par là qu'il y a des messages qui étaient très contradictoires par rapport à cette manifestation, et qui vont à l'envers de l'ambiance générale. Donc c'est tout à fait étonnant. Qui sont d'autant plus scandaleux que d'abord ça véhicule effectivement tous ces messages de haine qui ont été absolument répugnants, qui sont répandus sur la toile très rapidement et qui sont maintenant relayés, enfin même pas relayés parce qu'ils ne se substituent pas, ils s'ajoutent à ces trucs encore plus fumeux et ridicules de théorie du complot où là on entend parler mais à longueur de journée sur les réseaux sociaux, cette théorie du complot grotesque. Enfin, je veux dire, si c'est ça la liberté sur Internet, c'est ce qu'il y a de pire au monde. Pardon Jean-Charles, pourquoi grotesque? Pourquoi est-ce que tout le monde aurait l'obligation d'avaler tout ce qu'il nous est dit sur les télévisions et les radios officielles? Excuse-moi, chacun a quand même le droit d'avoir une opinion. Moi, il y a une chose qui aujourd'hui me gêne un peu, c'est comment a-t-on pu retrouver une carte d'identité d'un des deux frères dans la voiture? Bon, on a le droit de s'interroger, on n'est pas obligé de penser qu'obligatoirement, le mec l'a perdu parce que la carte d'identité dépassait de la poche de son pantalon. Alors, on a le droit de s'interroger. Va au fond de ta pensée, tu penses quoi alors? Je pense rien, je dis simplement qu'on a... Je pensais que c'est Cazeneuve qui était derrière. Je pense seulement qu'on a le droit de s'interroger. On a le droit de s'interroger. Il y a eu des explications. C'est un droit. Pourquoi est-ce que tu m'imposerais ton point de vue? Et d'un autre côté, on dit oui, bon, la liberté, c'est bien, mais il ne faut pas dire n'importe quoi. C'est un peu ça que vous dites. Alors, prenons un exemple concret. Celui de Dieudonné. Dieudonné qui dit « Je suis Charlie Koulibaly ». Alors, est-ce que c'est une incitation au terrorisme? Est-ce que c'est de la liberté d'expression?
Alors, pour moi, je n'en sais rien. En tout cas, ce que je dirais... on sait pas. Non, on peut pas dire j'en sais rien. Oui, on n'a pas le droit de pas donner son opinion. Non, mais moi, pour vous, c'est quoi? C'est de la liberté d'expression? Le problème, c'est que, du coup, on censure... Enfin, c'est de la censure. On colle un procès. On colle un procès à Dieudonné. Et du coup, ça lui fait une pub monstrueuse. Non, c'est pas ma question. C'est pas ma question. Ma question, c'est est-ce que pour vous, c'est de l'incitation au terrorisme ou est-ce que c'est de la liberté d'expression? C'est ça ma question. Mais en tout cas, qu'il en profite pas, il a effectivement exprimé une intention, oui, c'est peut-être je sais pas si c'est un appel au terrorisme. J'en sais rien. Honnêtement, j'en sais rien. En tout cas, il l'a exprimé. C'est très ambigu et puis c'était fait pour ça. C'était fait pour ça. Mais c'est justement, excusez-moi, si je peux terminer 30 secondes. C'est pas neutre parce que Koulibaly est celui qui a tué. Oui, mais justement, il joue avec ça, en sachant qu'il a un procès, en sachant que peut-être il va s'en sortir parce que c'est très flou et que du coup notre système, notre liberté d'expression limitée, elle permet de faire de la pub à des expressions qui sont tout à fait banales en privé, malheureusement. Arrêtez de parler d'expression et de possibilités limitées, c'est tout sauf limité. Comment combattre des propos xénophobes, des propos de haine, si on ne peut pas les affronter frontalement? Actuellement, dans le débat public, on ne peut pas. On ne peut pas les affronter. C'est le cas, là. Bah oui. Bah non. Bah c'est pas clair. C'est pas clair. Il se défendra. C'est vous qui n'avez pas d'avis. Il utilisera un double langage. Mais non, mais là, votre langage, vous l'avez. Vous pouvez dire ce que vous voulez, là. Vous pouvez dire, moi, je suis d'accord avec lui. Pourquoi vous dites pas, je suis d'accord, je suis pas d'accord? Vous dites, j'ai pas d'avis. Vous avez la liberté. Non, mais c'est typique. On râle contre l'absence de liberté quand on l'a, on ne sait pas quoi faire. Correct. Et c'est bien ça qui est embêtant. Pourquoi je ne veux pas? Parce que j'en ai pas de sens. Je pense qu'il y a un principe qui est à peu près répandu et il est poncif de temps en temps. Désolé si c'en est un, mais il y a des choses qu'on peut dire quand même si c'est des... Voilà. Je ne suis pas forcément d'accord avec toi, je me battrai pourtant le temps qu'il faudra pour que tu puisses le dire. Et finalement, on est dans un esprit... Charlie, s'il veut dire ce qu'il veut, il dit ce qu'il veut. Charlie a toujours dit... a toujours dit, moi, finalement, c'est... Vous parlez de qui, là? D'Antonin ou de... Je parle d'Antonin ou de ceux qui veulent s'exprimer comme ils le souhaitent. Maintenant, ça sera tranché par la justice parce que la liberté d'expression en France, elle existe. Par contre, il y a des choses, il y a des propos qui sont tenus par des règles et par des lois, et ça s'appelle un délit. Moi, très sincèrement, qu'il ait dit, je suis Charlie / Koulibaly. Moi, j'ai entendu provo, c'est-à-dire j'ai senti le mec qui faisait de la provocation, effectivement. Sauf que c'est de la provocation qui est quand même extrêmement... Allez, on va le dire, elle est gerbante parce qu'on sait à quoi c'est associé. Donc si on associe le mot, si on associe le mot à l'antisémitisme, si on associe le mot au terrorisme, si on associe le mot, c'est évident. Je crois qu'il n'y a pas de sujet. Et je crois que ceux d'ailleurs qui prônent la liberté d'expression disent effectivement, si demain on qualifie le nom de Koulibaly devient antisémite, Koulibaly devient terroriste, bah bien sûr c'est de l'incitation à la haine et au terrorisme. En revanche, il y a plein de Koulibaly en France qui portent ce nom. Probablement que ces gens-là pourront dire attendez, moi je suis Charlie Koulibaly, c'est-à-dire je suis Koulibaly, de nom, de famille, je me sens Charlie. C'est le mec qui s'appelle comme ça. Et c'est là où, à un moment donné, où Dieudonné, à un moment donné, il est tout le temps en train de jouer. Lui et d'autres, faut arrêter à un moment donné de jouer sur les lignes comme ça. C'est ça qui me choque à un moment donné. Donc c'est probablement qu'il a le droit de le dire. Et probablement que c'était pas une incitation. Ça, on ne sait pas. On ne sait pas. C'est ce que je dis. Probablement, et ce sera tranché. Il y a eu des gens qui ont été condamnés pour moins que ça. Pour moins que ça. Mais Patrice, par contre, à un moment donné, je crois qu'il faut qu'on vive dans une société où à un moment donné, il faut qu'on arrête de jouer de temps en temps. Est-ce que c'était pas ça aussi la manifestation de dire on ne veut plus non plus de ça? Trop de gens qui jouent justement sur les limites comme ça. C'est fort là-dessus. Dieudonné, c'est ça, c'est vraiment son fonds de commerce. C'est-à-dire que, des blagues sur la Shoah, des blagues sur les Juifs, là maintenant, hop, on prend Charlie Koulibaly. C'est ça le problème. C'est une insistance permanente et qui, à force, relève de l'antisémitisme. Alors, il reste toujours de façon ambiguë, comme ça, flottant entre les deux. C'est cette forme d'insistance qui doit être condamnée. En gros, je ne me ferai pas choper parce que je pense que je vais trouver un bon avocat, mais on sait ce que tu veux dire. Quand Le Pen ou d'autres ont eu des propos très visibles, je serai peut-être un martyr. Soit je passe pour un martyr, ou alors je trouverai des failles de droit qui fait qu'on va trouver une solution. Ok, on a compris, tu as le droit de le dire. Probablement pas d'ailleurs, mais en même temps,
arrêtons. Je suis d'accord avec Sephora, c'est son fonds de commerce à Dieudonné. Et justement, le fait, je peux répondre à cette question, mais je veux dire, le fait qu'on passe notre temps à s'indigner là-dessus, en fait, ça lui fait de la pub. Et c'est exactement ce qu'il veut. Donc, à mon avis, la meilleure façon de le combattre, c'est de le combattre en parlant de liberté d'expression. C'est vous qui avez eu l'air de regretter qu'on censure un certain nombre de messages appelant au terrorisme. Non, donc c'est pour ça que... Alors, vous avez mal compris parce qu'on a eu cette impression-là. Non, je dis que je regrette que le débat ne se centre pas sur les questions de liberté d'expression et qu'on en revienne à des personnalités. Mais là, c'est sur la liberté d'expression. Mais il l'a cherché aussi. Moi, je constate quand même que quand vous l'aidez. Mais c'est pas grave, ça fait pas de la pub hyper plein de... Antonin, vous nous dites, je peux répondre à la question sans y répondre. Alors répondez-y. Ah oui, je peux vous dire, moi je suis absolument opposé à Dieudonné et tout le mouvement idéologique qu'il y a derrière lui. C'est le cofondateur d'un parti avec un néo-nazi qui s'appelle Alain Soral. Je suis foncièrement opposé à cet individu. Et je veux absolument pas, lui faire de publicité. Je trouve qu'on en a déjà trop parlé. Voilà. C'est mieux de le dire. Il ne faut pas que ce soit inquisiteur. En même temps, tu penses ce que tu veux et tu. Mais moi, je trouve que par contre, le débat, je trouve qu'à un moment donné, le pharmacien, ça. On pourrait. Oui, probablement le pharmacien. Mais le pharmacien, le pharmacien pour le coup, c'est la thérapeutique qui m'intéresse, c'est-à-dire l'après et les médicaments et le soin qu'on peut apporter. Moi, je voudrais qu'on parle, à mon avis, et surtout de ce qu'est la France forte, qu'elle soit debout, probablement qu'un genou a été mis à terre qu'on a un peu tremblé. Mais il y a une France forte, il y a une République forte, il y a des moyens, il y a une expression libre en France, il y a des moyens militaires, policiers, et ça relève du droit. Je reviens à ce qui s'est passé. Et à un moment donné, cette France, elle existe, et je voudrais qu'on en parle aussi. Ce qui s'est passé dimanche, justement, on était dans une France très pessimiste, etc. Voilà. Vous savez qu'on a le moral plus bas que les Afghans, etc. Est-ce que depuis dimanche, on ne s'est pas un peu relevé quand même? Il paraît qu'on vend plus d'antidépresseurs depuis dimanche. Oui, voilà. C'est pour ça qu'il est content. Je confirme. C'est pour ça qu'il est content. Non, je ne le suis pas. En tout cas, la profession ne l'est pas, mais on est là si nécessaire. Mais ce que je veux dire, c'est que, oui, on est là aussi. Comme il faut vivre de livres, de médicaments et de médecine. Mais c'est vrai que moi, c'est ça qui me gêne. C'est que, encore une fois, je vous ai apporté ce témoignage tout à l'heure de l'Algérie volontairement. J'ai connu un pays déprimé. J'ai trouvé un pays, quelques années après, voilà, qui rayonne, qui est bâti, qui croit en son avenir, et qui n'est pas autant déprimé qu'il l'était. La France a mis probablement, je ne sais pas, c'est peut-être un peu fort, mais un genou à terre probablement. Mais on se relève de ça, on doit se relever de ça. Il y a des lois dans ce pays. On peut les appliquer, on doit les appliquer. Et ici, autour de cette table, on a parlé de quoi pour les premières émissions? On a parlé du corps intermédiaire qui devait se mobiliser. On a parlé d'économie, on a parlé du chômage. On ne parle plus de rien. On a parlé d'éducation. De Nabila aussi. On a parlé de Nabila. Est-ce que vous avez été frappé par... Alors, je ne dis pas qu'il faut revenir à parler de Nabila forcément maintenant, probablement plus tard, mais au moins qu'on revienne à dire, voilà, c'est dramatique, il y a eu ce moment d'émotion fort. Il y a un débat qui s'ouvre sur certaines méthodes, mais je ne voudrais pas qu'on perde de vue que pour le débat, il y a une planète qui, à mon avis, va se tourner vers des débats qui en valent la peine. Je parlais de laïcité mondiale, ou la France et sa République, qui, pour moi, me tient... Je voudrais qu'on parle une seconde d'éducation. Il y a eu quand même pas mal d'incidents dans les lycées, notamment, quand les professeurs ont voulu soit faire respecter une minute de silence, soit expliquer ce qui s'était passé, et beaucoup d'élèves ont dit non, c'est bien fait pour eux, en parlant des gens de Charlie, ils l'ont bien cherché, etc. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Est-ce que là... C'est bien. Qu'ils disent ce qu'ils ont envie de dire, ces enfants. Qu'on puisse justement leur dire, non, eux, ils ont un son de cloche chez eux, et leur donner un autre son de cloche. Oui, ils ont répété souvent ce qu'ils entendaient chez eux. On imagine. Et donc, qu'on puisse leur dire, qu'il y ait, mettons, un professeur d'éducation civique ou de laïcité ou je ne sais pas quoi, qui puisse leur dire, non, ce discours-là, il est propre à ta famille, mettons, mais nous, on pense ça, et on peut penser autrement. Et c'est bien que les choses soient dites, bonnes ou mauvaises, parce qu'il faut en avoir conscience et arrêter de se voiler la face. Je veux dire, c'est très important de savoir ce que pensent ces gens. C'est un peu angélique, parce que je ne suis pas persuadé, tu as tout à fait raison, mais je ne suis pas persuadé que les profs aient pu mener le débat jusqu'au bout dans certaines classes. Voilà. Non, mais le truc s'est arrêté net. Il y a notamment même un prof qui est suspendu. Oui. Bon, je veux dire de façon sûrement un petit peu expéditive. Vous savez ce qu'il a fait? Il a employé un moyen qui était il a mis des caricatures de Mahomet. Mais il a obligé des gamins à les regarder. Attendons de voir un petit peu l'enquête, etc. C'est peut-être un peu expéditif. Oui, moi je pense que ces enfants ont vraiment besoin d'écoute, parce que ce sont des gamins qui peuvent avoir 10 ans, 12 ans, 14 ans. Ils répètent ce qu'ils entendent des grands frères ou des oncles ou des parents, etc. Et je pense que ce sont des enfants qui ont besoin d'écoute, et je me dis même... Quand ils disent ça, non, oui, on a parlé beaucoup d'éducation. Voilà, non, même mais la c'est semaine dernière, après, voilà, on s'est dit il y a peut-être un remède qui est
peut-être à moyen terme ou à long terme, mais c'est l'éducation. Bien sûr. Or, on se trouve là face à un mur, c'est-à-dire que même les éducateurs se trouvent démunis. Il faut que d'abord, qui puisse s'exprimer et qu'on aille jusqu'au bout en disant, bon, tu dis que c'est bien, pourquoi est-ce que, d'après toi, c'est bien ? Pourquoi c'est bien d'avoir tué des gens? Les débats que vous avez eu à l'université, par exemple, là-dessus. Ça, il faut aller jusqu'au bout et ensuite. Je ne sais pas si vous en avez parlé à l'université. On n'en a pas trop parlé. Par rapport à l'éducation, c'est regrettable, mais c'est très symptomatique. Ces enfants, qui souvent sont musulmans, se sont sentis agressés, ou en tout cas leurs familles ont pu se sentir agressées, déjà qu'on représente le prophète, alors que dans l'islam, ça ne se fait pas. Et puis que ce soit bête et méchant. C'est vrai que souvent les dessins de Charlie Hebdo, alors tout le monde en prend pour son grade, mais souvent c'est bête et méchant et c'est pas respectueux c'est même un des slogans de leur croyance. Et c'est pour ça que ces enfants, ils ont besoin qu'on leur explique que effectivement la liberté d'expression est fondamentale, qu'effectivement on peut ne pas cautionner les dessins de Charlie Hebdo et qu'ils ont pu le vivre comme une agression, mais que ça ne méritait pas la mort pour autant. Il y a un gros travail d'écoute et d'explication qui doit être mené. Il faudrait peut-être faire la différence entre la croyance et la vérité. C'est-à-dire, on peut croire, on n'est pas obligé d'imposer sa croyance à tout le monde quand même. C'est surtout ça le. Tous les jours à la télé. Tous les jours à la oui, télé. c'est des enfants, mais ils sont symptomatiques de quelque chose. Après c'est dans un contexte précis, comme vous le disiez, c'est très intéressant d'écouter jusqu'au bout et de discuter. Et malheureusement, à mon avis, l'école n'est pas un cadre pour ça, parce que c'est un cadre d'autorité d'abord, et c'est des formats où l'autorité se braque assez vite, parce que c'est pas un format. Voilà, c'est pas un format ouvert, c'est ni une démocratie. Mais ils se braquent parce qu'ils sont dépassés, les pauvres. Faut pas non plus jeter l'anathème sur les professeurs. C'est que déjà ils n'ont pas le temps. Ils ont oui, mais n'empêche que c'est les professeurs qui ont le temps, qui n'ont pas le temps. Ils ont un programme à tenir. Eux, c'est très pragmatique. Vite, j'ai pas le temps. Français, maths, ça doit être fait. Et surtout, ce sont des gens qui se retrouvent très vite dépassés par les événements, qui ne savent plus répondre. On a enlevé pas mal de matière historique. Je suis un petit peu désolé, mais je ne vois pas bien l'intérêt de laisser s'exprimer des choses genre c'est bien fait, qu'ils crèvent, ils n'ont que ce qu'ils méritent, on les a prévenus une fois, et on les a prévenus 2 fois, la 3e fois on les bute. Si c'est ça la liberté d'expression, je pense qu'on peut de temps en temps la restreindre. On n'est pas sur le problème de la liberté sur Internet. Les enfants. Mais des enfants qui disent ça. Des enfants dans les écoles. Ils ne comprennent pas. Ça ne m'intéresse pas de les laisser parler. Non. Jean-Luc Badec. Je pense très sincèrement que l'école doit être un outil permettant à nos enfants de se préparer à la démocratie. Ça, c'est extrêmement important. Ça veut dire que la principale mission de l'école, à travers la connaissance, la culture, c'est le développement de l'esprit critique au bon sens du terme. L'esprit critique, qu'est-ce que c'est? C'est de permettre à l'individu d'avoir sa propre pensée. Et c'est à l'école qu'on apprend ça. Moi, j'ai eu la chance immense de rencontrer un prof, Mouton, j'avais 14-15 ans, qui a fait de moi le contraire d'un mouton. Je me doutais bien que tu allais dire ça. Et donc, il a développé en moi l'esprit critique que j'avais peut-être assez naturellement, mais ça m'a permis d'avoir ma propre opinion, ma propre pensée. C'est la raison pour laquelle, je le disais tout à l'heure, je ne suis pas un suiveur, moi. J'ai ma forme de pensée. En même temps, je fais la promotion de la démocratie. Parce que vous savez, finalement, qu'est-ce que c'est que la démocratie? C'est la capacité qu'ont nos dirigeants et nous-mêmes à croire en l'humain. Ça développe l'optimisme. Vous savez ce que c'est que la dictature? C'est le résultat du pessimisme. À partir du moment où on ne croit plus en l'humain, on veut lui imposer la forme qu'on ressent du bonheur. Et ça finit par la dictature. Tous les dictateurs sur cette planète ont été des gens qui ont voulu imposer leur forme de pensée et souvent inspirés par de bonnes intentions. Et ça amène à la dictature. Donc, l'école doit préparer à l'esprit critique qui vous amène à la démocratie par l'optimisme et la croyance en son prochain. Et là, je ne parle pas de religion, je parle en la croyance à l'humain. Ah bah, bravo. Mais c'est pas du discours, non, mais c'est vrai que, et puis c'est la tradition française. Enfin, je veux dire, depuis Descartes, l'esprit critique. Et il faut apporter un esprit critique à ces gamins qui sont convaincus par leurs grands frères, leurs parents, etc. Il faut leur apporter cet esprit critique. C'est juste qu'il faut. Mais est-ce que ça ne dit pas quelque chose aussi? Bon, j'ai vu qu'il y avait quand même des zones où il y avait, par exemple, 80%
d'enfants d'immigrés, quand même. Je veux dire, dans ces zones-là, c'est quand même très difficile. Alors, parce que vous dites, non, mais ce que vous dites sur l'esprit critique, dans un lycée de Versailles ou dans un lycée parisien, je vois tout à fait ça. Là, nous avons Moustapha en face de nous. Je voudrais savoir ça. Je peux vous assurer que le développement que Moustapha fait par le sport, le développement de l'esprit critique, il y est acteur. Oui, mais c'est par le sport. Là, on parlait des établissements d'éducation. Mais vous savez, le sport est directement lié. Quand vous avez quelqu'un qui a un corps en forme a un esprit en forme. Un esprit sain dans un corps sain. Et bien entendu, c'est pas nouveau. C'est juste que je voulais prendre la parole. C'est juste que je voulais prendre la parole pour le dire. Et donc, merci pour la transition, Patrice. J'entends depuis tout à l'heure, ici, mais surtout dans les ondes d'autres chaînes et en continu, il faut. Sauf qu'à force d'entendre il faut, le temps passe et il se passe rien. Donc c'est pas à l'école, je suis convaincu moi que c'est pas un lieu d'ouverture de débat sur des débats comme cela. L'école a une mission. L'école c'est fait aussi pour apprendre. Et pour imposer ses normes. L'éducation nationale, probablement que c'est pas le bon mot finalement. L'éducation nationale, on est resté sur la notion d'éducation. On transmet un savoir, on transmet des connaissances. Donc on devrait en tout cas. En revanche, je l'entends, je le fais sur des bases simples. C'est-à-dire que comme moi, on m'interroge sur nos gamins, finalement. Cette histoire-là, on en parle aujourd'hui, mais il y a d'autres histoires dont on a parlé dans le club bien avant, et qui n'étaient pas celles du terrorisme, mais qui étaient celles éventuellement d'autres sujets. Le football, à un moment donné, ça a des vertus intrinsèquement. C'est-à-dire qu'il y a des règles. Et le football, c'est une équipe. Voilà. Et donc nous, quand on enseigne, tout simplement, donc c'est un pléonasme que de dire que le football est éducatif. Le football intrinsèquement l'est. Le football intrinsèquement transmet des valeurs. Et c'est les valeurs. Camus, là-dessus, et moi, je vais vous dire très simplement, je ne peux pas laisser dire que les mots ne font que répéter ce qui se dit à la maison, comme si finalement tout était dit à la maison et que les enfants le reproduisaient. Ça peut arriver, et probablement de temps en temps, allez, jusqu'à souvent. Mais ce n'est pas les gamins qui répètent scrupuleusement ce qui se dit. Il y a des tas de parents qui parlent comme vous et moi, et qui ont des gamins qui disent le contraire et qui leur échappent. Personne autour de cette table n'a évoqué les gros mots avec leurs gosses, et pourtant ils les ont appris dans la rue et ils les ont répétés dans la rue. Donc il y a des grossièretés dans la rue qui ne sont pas forcément transmises par les parents. Je tiens quand même à le dire, même si ça peut choquer certains, peut-être que c'est bien de penser que c'est dans les familles qu'on transmet aux enfants. Non, les enfants. Est-ce qu'en effet ça doit être un lieu de discussion et de débat, ou est-ce que ça doit être un lieu où on apprend des règles? Les enfants, ils s'auto-alimentent. Les enfants, ils s'auto-alimentent de tas de conneries et ils s'auto-alimentent. Et dans les familles, parfois, on est un peu aussi dépassé. Dans un club de foot, pour revenir de façon terre à terre au club de foot. C'est important parce que Cohn-Bendit dit par exemple que le foot, ça peut être un des vecteurs qui permet à tous ces enfants qui sont parfois un peu paumés d'avoir une structure, d'avoir une autorité, d'avoir le sens du combat pour les autres. Déjà, ça coûte moins. D'abord, ça coûterait avec efficacité. Avec de bonnes équipes. Non, mais attendez, on parle de foot parce que je fais du foot, je parle de tous les sports. Et toutes les disciplines culturelles, attention, on ne parle pas du foot, là, on parle du sport en collectif ou même individuel. Donc, d'abord, ça coûterait beaucoup moins cher si on mettait beaucoup plus de moyens qu'on ne les mettrait probablement dans l'antiterrorisme, parce que maintenant, il en faut de plus en plus de moyens. Il ne faut pas tout confondre. Voilà. Donc, ça coûterait peut-être probablement moins cher de prévenir. Donc, le foot, le sport en général, la culture en général, ouais, ça aide et ça coûterait beaucoup moins cher. Deuxièmement, moi, je ne suis pas dans... Alors, on parle ici, mais dans le club de foot... Je fais en sorte que mes éducateurs parlent le moins possible. C'est-à-dire que la parole entraîne des paroles. Et souvent, à l'école, on libère la parole et finalement, on se retrouve dans des choses qu'on a du mal à maîtriser parce qu'on n'a pas le temps. Le foot, c'est pareil. Il y a 1h30 pour jouer. Et à un moment donné, on revient à des fondamentaux. Les fondamentaux, c'est le foot. Quand tu es à l'école de foot, tu es là pour apprendre. Donc quand il y a des débats qui s'ouvrent et qui sont hors du champ de la laïcité pour le coup, ou dans le champ politique, le football ne permet pas ça. Sauf que si on voulait faire une image du football, sport collectif en général, parce et je terminerai là-dessus, le football intègre tout le monde. La République doit intégrer tout le monde. Le foot regarde les compétences, parce qu'on ne fait pas jouer n'importe qui à n'importe quel poste. La République doit aussi regarder les gens par leurs compétences. La dernière fois qu'on a applaudi en arabe, c'était Ahmed, c'était le policier qui s'est fait descendre. Voilà. Et la fois d'avant, c'était Zidane. Absolument. Donc avoir des exemples, on peut éventuellement s'exonérer de tout le reste, mais je crois qu'il faut revenir à des bases. La République dont on parle doit être exemplaire, comme le foot l'est, et le terrain ne ment pas. Antonin, un mot rapidement. Juste sur cette idée, pour moi, il y a l'intégration et puis il y a la démocratie. On peut être intégré dans une dictature, mais c'est une mauvaise intégration, mais c'est une intégration comme elle. La démocratie nécessite des formes.
Et il y a une super association qui s'appelle Dédale, qui pratique la pédagogie sociale sur Saint-Quentin en Yvelines, au square Maurice Thorez à Trappes. Et en fait, l'idée, c'est d'aider les enfants à organiser leur activité dans la rue, parce que c'est des enfants qui se baladent dans la rue, voilà. Et à la fin de ces activités, il y a une petite assemblée des enfants qui décident des activités pour la prochaine fois. Et donc, c'est une façon justement d'éduquer à la démocratie. Et je trouve que c'est une très bonne idée et qu'il faudrait répliquer. Mais enfin, il n'était pas, c'est pas un dictateur, hein, Mustapha. Non, c'est pas un mot. La démocratie va de soi dans une société instruite et cultivée. Mais les deux vont ensemble. Et je rebondis sur ce que dit Mustapha parce que c'est extrêmement important et vraiment je vais dans son sens. Il a totalement raison. Aujourd'hui, la protection de nos boutiques, de nos ministères, de nos rues, etc., par des tas de policiers, gendarmes avec la mitraillette au poing, a un coût économique faramineux. Nous devrions réfléchir 2 secondes à transférer cette dépense vers l'éducation et la culture. Oui, peut-être pas d'un seul coup. Oui. Il y a des périodes. Un mot, je voudrais qu'on va peut-être redescendre d'un cran, mais politiquement, est-ce qu'il y a des gens qui profitent pas volontairement, hein, mais qui vont profiter de la situation. Je pense à François Hollande et je pense au Premier ministre. Je pense que les deux grands vainqueurs seront Manuel Valls et Cazeneuve. Hollande, non, parce que Hollande, il a fait le job, il est très bien, il va avoir lui une sorte de Charlie Blues dans peu de temps, parce qu'il n'y aura plus de commémoration, il n'y aura plus d'hommage, il va se retrouver tout seul à l'Élysée à ne rien faire, il va vraiment faire une véritable déprime. Or, Valls et Cazeneuve, ils ont montré tous les deux vraiment un grand professionnalisme, une grande habileté. Voilà. Je pense que les deux vrais gagnants, ce sont eux. C'est vrai que Manuel Valls a été applaudi par tous les rangs de l'Assemblée. Non, parce que pour moi, non. Il faut mettre un nom, donc ça sera effectivement François Hollande. Ça sera toujours un chef d'État dans des moments où tout le monde doit se réunir. Ça sera toujours un chef d'État. Tu verras des sondages. Donc ça aurait été Sarkozy, c'était plus tôt, et ça sera le prochain. Pendant 8 jours. Il a d'ailleurs joué un peu des coudes pour. Voilà. C'est toujours le président de la République qui s'appelle Hollande aujourd'hui. Mais par contre, ce que je sais, c'est qu'il incarne la France. C'est-à-dire que j'ai vraiment entendu Hollande, et ça aurait pu être Sarkozy. Des chefs d'État qui, à un moment donné, dans des moments comme ça, le disent au nom de centaines et des centaines d'années que la France s'est construite sur des valeurs. Et ils les ont transcendées, ils les ont exprimées dans ces moments-là. Mais je pense que si Sarko était là, il aurait dit, je pense, les mêmes choses, les mêmes mots, avec sa façon de le dire. Et donc c'est le président de la République qui s'en sort, j'ai envie de dire, de la France. Les uns et les autres, c'est la France. Sur moi, la politique. Je suis d'accord avec Mustapha. Une fois n'est pas coutume. Mais oui, évidemment que la représentation que François Hollande a faite de l'État était à la hauteur. Non, ça ne l'est pas. Dans une société où on l'a dit, dans l'immédiateté. Ah bon? Non, mais quand je dis celui qui a tiré profit. Quand je dis est-ce qu'il y a un vainqueur, est-ce que c'est un vainqueur à moyen terme en tout cas? Non. Bien sûr, sur le moment, on est tous d'accord, mais est-ce que ça va durer? Pour moi, parce qu'il y a un état de grâce. Pour moi, la France demeurera, Hollande redescendra et on reviendra à la hauteur de la France avec d'autres. Mais lui, je ne crois pas, non. Ce qui a gagné le plus probablement à l'échelle de l'opinion internationale, c'est la France. C'est Charlie Hebdo qui a gagné. Moi, j'espère, ce que je disais tout à l'heure, qu'il y a un message qui a été lancé et que les politiques vont intellectuellement et en courage et en volonté politique et en idée essayer de remonter un peu d'un cran. Peut-être qu'on pourra plus faire de la politique tout à fait comme avant. Mais je pense j'espère qu'on ne pourra pas plus faire de la politique comme avant et qu'on sera plus courageux, je ne sais pas, on verra. Et qu'ils seront optimistes car c'est le chemin vers la démocratie. C'est vrai. Le pessimiste amène à la dictature. C'est vrai, moi, de nature plutôt optimiste, je suis plus dubitative parce que c'est vrai, société de l'immédiateté. Alors, on parlait d'événements historiques ou pas tout à l'heure. J'aimerais que c'en soit un, mais je n'en suis pas sûre. J'ai peur qu'on revienne chacun à notre train-train quotidien d'ici peu de temps. Et que les politiques, de la même façon, d'ici peu de temps, reviendront à leurs us et coutumes. C'est à eux de jouer. Moi, je pense qu'il n'y a pas de gagnant quand il y a des morts, tout simplement. En fait, personne n'a gagné. Personne n'a gagné, non. Mais on peut tirer des bénéfices politiques d'une situation, quelle qu'elle soit, même si elle est dramatique. Il y a des révolutions qui ont été obligées de tuer pour arriver à la liberté quand ils étaient sous le joug de dictateurs. Donc parfois, il y a des gens qui ont choisi de mourir soi-même pour en laisser vivre d'autres. Donc c'est vrai que c'est une belle formule, il n'y a personne à gagner quand il y a un mort. Mais à un moment donné, ils n'ont pas choisi de mourir. Et franchement, maintenant qu'ils sont partis, il faut qu'ils soient partis pour quelque chose de très,
très fort. Et c'est pour ça que je dis qu'ils incarnent bien la France. C'est un peu le cas de Charb qui a refusé de se plier, qui a dit voilà, je pense des choses, je continue à les faire. Voilà, tu continues à le dire. Et j'assume ce truc, et c'était remarquable. C'est évident qu'on ne va pas se réjouir de... Parce que quand je dis Charb, c'est Charb et toute sa bande, bien évidemment. Absolument. Je crois à la révolution pacifique et non violente. Eh bien, on en reparlera, si vous voulez, dans le prochain PAF. Merci à tous les 7. On était nombreux, hein. On était nombreux, donc ça a passé vite. Bon, c'était comme ça. Merci à tous et à très vite pour un prochain PAF.